Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à ce webinaire 2 sur la recherche et développement. Le premier webinaire a été enregistré il y a 2 jours, c'était sur tout l'aspect ressources humaines, attractivité, rentabilité. Le deuxième, c'est aujourd'hui, c'est autour de la mutualisation et de la création de synergies. Comme vous le savez, le Maroc dispose de plusieurs dizaines de laboratoires, de centres, de bassins de recherche dans un grand nombre de domaines, avec des budgets variables et dont le total représente un effort financier quand même considérable. La mutualisation et la création de synergies sont en premier lieu une réponse à la limitation des ressources. L'objectif est de permettre de bénéficier d'une masse financière critique permettant de conduire les recherches sans duplication dans l'utilisation des fonds. Aujourd'hui, il apparaît que la ressource intellectuelle et financière est dispersée entre plusieurs ministères, plusieurs chercheurs et éminents scientifiques. On propose une mutualisation de ces efforts à travers, par exemple, la création d'un grand organisme public qui centraliserait administrativement l'activité de recherche et œuvrerait également à la dimension régionale de la recherche. Lors de ce webinaire, vous répondrez à un certain nombre de questions qui tournent autour de l'état des lieux de l'ARD au niveau donc administratif. Dans quelle mesure l'ARD pourrait être regroupée au sein de ce qu'on appelle communément un PPP, partenariat privé-public? Quelle passerelle bâtir pour quelqu'un obtenir entre les différentes branches de la recherche? Quel impact pour avoir la création d'un grand organisme national dans la recherche fondamentale, généralement évité par le privé pour les coûts qu'elle engendre et ses relativement faibles applications commerciales? Alors avec nous, pour en parler, professeur Estine Ibrahimi, vous êtes biotechnologiste à la faculté de médecine et de pharmacie à l'université Mohamed V de Rabat. Vous êtes directeur du centre de recherche donc, de biotechnologie médicale et innovation thérapeutique. Vous êtes coordinateur du master de biotechnologie médicale et vous avez récemment réalisé un séquençage du génome du virus Covid-19. C'est comme ça qu'on dit, professeur. Parfait. Parfait. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Rita Hello, vous êtes diplômée de l'école centrale de Paris. Vous êtes aujourd'hui directrice générale de l'école centrale de Casablanca. Vous êtes aussi vice-présidente de la CGEM. Vous êtes aussi président du think tank que vous appelez Think and Act Tank, les citoyens. Membre de la commission spéciale pour le modèle de développement et vous intervenez ici pas à ce titre mais au titre de vos activités privées et d'enseignement et vous êtes administratrice de plusieurs entreprises dans le privé. Bonjour Madame Hello, merci d'avoir été avec nous. Bonjour. Avec nous. C'est Tashtine Rachidi, vous êtes doyen de la faculté d'ingénierie de l'Akhawaïn. Vous êtes donc ingénieur système NCIMAD en 89 et PhD en informatique de l'université d'Essex au Royaume-Uni. En 1995, vous avez publié plus de 80 articles scientifiques. Vous êtes titulaire de 3 brevets en télécom et vous avez gagné le premier prix de la première édition RD au Maroc. Merci encore d'être avec nous. On y va. Mais avant, je voudrais préciser qu'à 17h, si jamais on déborde sur le temps, Madame Hello devra partir à d'autres engagements. Donc, voilà, on va essayer de tenir le temps. Donc, on passe directement à la question numéro 1, qui est une question générique. Comment s'effectue la recherche au Maroc d'un point de vue administratif? On commence par le professeur Ibrahimi, rapidement. Donc, un rapport de l'UNESCO évalue les dépenses du Maroc, quand même pas mal, 1,5 milliard de dollars, 440 millions pour les entreprises, 340 millions pour le gouvernement et 600, on va dire 700 millions de dollars pour les universités. Ce sont des chiffres de 2017, des dizaines de centres de recherche et de laboratoires. Est-ce qu'il n'y a pas déperdition et quelle est votre appréciation de cette dispersion? Merci beaucoup, Sébastien, pour cette invitation et je pense que c'est très, très intéressant d'aborder ce sujet, surtout en pensant au post-Covid. Voilà, je pense que durant le Covid et tout ça, on avait vraiment une stratégie en place parce qu'on avait combattu en quelque sorte avec les moyens de bord. Et là, en sortant du Covid et pour le post-Covid, peut-être il faut y avoir une réflexion là-dessus pour sortir avec non plus une stratégie, mais là, il faut avoir un plan d'action parce que c'est quelque chose d'urgent. Donc, parlons des intervenants dans la recherche et j'essaierai de me limiter à ça de point de vue administratif et c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Je pense qu'en fin de compte, il y a une multitude d'intervenants. Vous l'avez très, très bien dit, en fin de compte, quand je cite le nombre d'intervenants dans la recherche scientifique au Maroc, on n'en sort pas. Donc, je commençais, vous avez aussi parlé d'un organisme national. Donc, on a premièrement, il y a le CNRST, le Centre national de recherche et technique. Il y a aussi une division à l'intérieur du ministère qui est division scientifique et de l'innovation. Il y a l'Académie des sciences et techniques. Il y a tous les départements de recherche au niveau des ministères. Mieux que ça, quand je pense à l'université, en fin de compte, il y a une vision qui est proposée généralement par le président pour développer la recherche. Et puis après, il y a le doyen qui arrive avec une vision pour développer la recherche. Donc, vous voyez la multitude d'intervenants dans cette logique. Donc, une chose essentielle, je pense, c'est très, très important
pour ne pas gaspiller beaucoup d'énergie, d'argent, comme vous l'avez très, très bien dit. C'est en fin de compte d'avoir une vision fédératrice, non plus que une vision, mais plutôt aussi d'avoir même les moyens, centraliser les moyens. Comme vous voyez, par exemple, donc, durant le Covid, il y a le CNRST qui appartient au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a proposé un appel à candidature pour des projets. Et là, il y a aussi l'Académie qui propose la même chose dans quelques semaines. Et donc là, vous voyez, ces multitudes de visions, multitudes de moyens qui sont à disposition du chercheur, vraiment donnent un entrave en quelque sorte vers une recherche efficiente au niveau du Maroc. Et donc, la question qui se pose, et vous l'avez très très bien posée, c'est comment plus ou moins remédier à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui va être très très important. La deuxième chose, et je voudrais terminer avec ça, c'est en fin de compte, la plupart des structurations qu'on a fait jusqu'à présent, c'est des structurations qui viennent top-down, c'est-à-dire le ministère décide à un certain moment qu'il faudra regrouper selon une thématique, et presque on forcerait les gens à se mettre ensemble pour le faire. Alors que la meilleure collaboration, la meilleure structuration serait l'approche bottom-up, c'est-à-dire des gens qui sont sur le terrain en train de travailler sur des thématiques, se regroupent, se positionnent. Le troisième point, c'est en fin de compte, allons-nous proposer des structures qui sont de la recherche scientifique en général, ou on peut aller un petit peu à l'approche américaine, c'est-à-dire de type NIH ou de type INSERM, où il y aura plus ou moins des structures dédiées à tout ce qui est biomédical, des structures plus ou moins qui restent dans la recherche fondamentale. Et je pense que c'est une question très, très importante qu'il faudra aborder par la suite. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Alors, quand on entend ça, Madame Chlot, comment vous pouvez considérer, vous considérez, comment vous voyez les choses à votre niveau, sachant que vous intervenez à partir du privé. Donc, vous n'êtes pas dans l'administration publique, vous êtes directrice de l'école centrale, vous êtes d'une manière ou d'une autre intéressée par la recherche. Comment vous voyez l'articulation qu'il pourrait y avoir entre ces deux types de recherche? Parce que le privé fait aussi des recherches. Alors, si vous me permettez, puisqu'on est en train d'essayer de nous projeter dans le futur, je pense qu'il faut déjà être conscient de nos problématiques actuelles. Et je dirais que si je dois répondre directement à votre question, c'est qu'aujourd'hui, il y a pour moi un vrai Shining Wall, et je ne parle même pas des écoles comme les nôtres qui sont dans des partenariats publics-publics, mais qui sont en dehors du système universitaire classique. Mais il y a toute une série. Pour information, on a aujourd'hui au Maroc 63 centres d'études doctorales, 1400 structures de recherche, que ce soit des équipes de recherche, des labos, des centres, des instituts. Et on voit bien qu'il y a une multitude d'acteurs. Donc, le privé intervient en tant que recherche, mais il intervient surtout, normalement, en tant que demande. Et si je dois résumer toute la problématique par rapport à cette fracture privée-publique, c'est qu'on a un véritable chaining wall entre l'entreprise et l'université. Donc, pour moi, ça, c'est la première base du diagnostic. Et ce chaining wall, si je dois le creuser, c'est que d'une part, les entreprises aujourd'hui, très sincèrement, ont très peu d'intérêt à chercher, y compris les entreprises internationales qui ont des budgets colossaux. Si on prend Safran a la possibilité de venir chercher au Maroc comme elle le ferait en Inde si c'était possible. Sauf qu'au Maroc, nous n'avons que très, très peu d'incitations, très peu de crédits d'impôt, très peu de capacité à encourager ces entreprises à faire de la recherche au Maroc. Donc ça, c'est une première dimension. Mais face à ces entreprises, le problème, c'est que le bloc recherche, qui est essentiellement aujourd'hui universitaire, on pourra revenir dans les chiffres. Aujourd'hui, là aussi, un autre chiffre peut-être un peu plus actualisé que le vôtre. En 2018, la dépense intérieure brute de R&D, qui est le ratio classique, la DIRD, représente 0,8% de PIB, ce qui est absolument non suffisant par rapport à des pays comme la Corée ou Israël qui tiennent évidemment des ratios à 4, 5 et autour de 2, 3 effectivement pour l'OCDE.
Donc, 22% de ce secteur privé finance la recherche. Donc, ça veut dire que, alors qu'on est à entre 50 et 80% en Europe et en Amérique du Nord. Donc, ces entreprises ont en face d'elles quoi? Des universités. Et ces universités, je suis désolée de le dire, mais ont des chercheurs qui cherchent très peu, très peu. Je vous donne juste un seul chiffre. Aujourd'hui, nous publions au Maroc à peu près 7900 publis indexés Scopus. Ça, c'est les chiffres 2019. Même si on évolue dans le temps, ce qui représente à peu près 0,5 articles par an par chercheur, quand la moyenne internationale, on n'est pas dans les best in class, est de 2 articles par chercheur et par an. Et donc, si je dois aller jusqu'au bout de ce diagnostic, pourquoi les chercheurs ne cherchent pas? C'est qu'effectivement, on a un dispositif administratif absolument contraignant qui fait que même les meilleurs chercheurs, et si on a l'occasion d'y revenir tout à l'heure, je vous donnerai un feedback des 70 meilleurs chercheurs répertoriés au Maroc qui ont fait l'objet d'une survey et qui ont dit où sont les problèmes. Donc, tous les autres, aujourd'hui, ne sont plus motivés pour chercher. Pourquoi? Parce que même quand ils ont des financements et même quand ils ont des budgets, le dispositif financier des universités fait que vous êtes bloqué par un système financier qui vous contrôle a priori. Donc, supposons que moi, je suis chercheur, j'ai un financement d'1 million de dirhams, c'est le contrôleur d'État ou le ministère des Finances qui m'explique que je ne peux pas prendre un billet d'avion parce que ça fait partie d'un budget que je dois octroyer, que je dois expliquer à un financier. Donc, ce n'est pas la capacité de pouvoir arbitrer, expliquer. Donc ça, quand vous écoutez tous les présidents d'université, que ce soit public ou privé, enfin surtout les publics qui sont financés, ou même nous, parce qu'on a un financement étatique, même si on n'est pas… on travaille dans des dispositifs de chaire, mais si vous voulez, le principal problème, c'est que la difficulté de pouvoir récupérer ces budgets est tellement difficile que tout le monde a jeté l'éponge et qu'au fil de l'eau, ces chercheurs se sont retrouvés dans des écosystèmes d'équilibre financier où ne cherchant plus à hauteur de 50% de leur temps d'emploi, par exemple, puisqu'un enseignant-chercheur, grosso modo, fait 50% de recherche et 50% d'enseignement, et bien ces 50% de temps de recherche, n'étant plus motivé pour chercher, il va aller travailler pour des cabinets de conseil, il va créer, si vous voulez, son propre écosystème et qui va être finalement plus dans ce volume de travail qui est nécessaire pour la recherche. Donc, on est dans une sorte de cercle vicieux qui s'est installé dans le temps et qui fait que chacun des acteurs de cet écosystème n'a plus intérêt à chercher, d'où les chiffres, d'où la qualité très, très faible de nos recherches, d'où le fait que nous ne déposons pratiquement que 121 brevets par an par les universités et les centres de recherche, ce qui est absolument dérisoire. Et donc, nous ne sommes absolument pas dans un cercle vertueux qu'on pourra développer peut-être par la suite. Très bien. Madame Hlou, vous n'êtes pas très bien cadrée. Si vous pouvez vous relever un petit peu. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Oui, c'est bon. Merci. Donc, oui, effectivement. Alors, je continue sur les chiffres que vous avez donnés. Là, en Afrique, on est quand même derrière des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte et aussi comme le Kenya en matière de recherche, avec quelque chose comme 14 000, j'ai oublié d'autres, mais 14 000 chercheurs, un truc qui veut strictement rien dire quand on revient aux chiffres que vous venez de donner. Si Rachidi, professeur Rachidi, vous êtes vous-même ingénieur et inventeur, donc quelque part chercheur, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a de la déperdition, justement, quitte à revenir un peu sur ce qui a été dit, quel genre de déperdition vous voyez c'est en fait comment je vais vous dire ça, une densité ou un embouteillage ou un enchevêtrement des recherches? Est-ce qu'il n'y a pas des doublons qui sont faits? Est-ce qu'il n'y a pas, comment vous voyez les choses à votre niveau, sachant que vous intervenez à partir d'une université privée? Là, on essaie de faire l'université publique, l'école privée et l'université privée. Donc, comment vous voyez les choses à votre niveau? Tout d'abord, une petite correction. Akhaoui, c'est une université publique, mais à gestion privée. Donc, nous sommes quand même dans le spectre des universités publiques. Il y a quand même privé dedans. La gestion, il n'y a que la gestion. D'accord. Donc,
en fait, moi, je ne vais pas me répéter, je rejoins parfaitement les deux constats qui ont été faits. Le premier, à propos de la diversification des intervenants par Sibrahimi, mais je ne vois pas nécessairement un obstacle ou un inconvénient. Au contraire, c'est des perspectives différentes, avec des objectifs différents sur le même sujet. Ça peut se faire. Ça, d'une part. Pour le constat qui a été fait par Mme Lehno, là aussi, il est très pertinent et je le partage entièrement. Donc, les obstacles administratifs sont tels qu'il est presque impossible de faire de la recherche et encore moins de la R&D. Il faut très, très bien faire la séparation entre la recherche, la R et la R&D. La R&D, c'est un état d'esprit complètement différent, c'est une formation, c'est des ressources humaines complètement différentes, c'est des cycles de vie très réduits, très courts de plus en plus aujourd'hui. Pour développer un produit ou une invention, c'est de l'ordre de 3 à 6 mois. Personne ne peut attendre pour quelque chose, pour une invention, pour que ça se fasse au niveau sur une année, par exemple. C'est une gestion de projet complètement différente. C'est une gestion presque à la privée, je dirais, la R&D. Et donc, là où je pense, où nous avons fait défaut, c'est que nous avons toujours géré la R&D comme de la recherche. La recherche fondamentale, elle se place sur des cycles plus lents, elle demande des ressources beaucoup plus lourdes, et ainsi de suite. Donc, déjà, ça, c'est mon premier constat. Et on le constate aujourd'hui sur des projets, par exemple, même pertinents au Covid. On a besoin dans mes équipes, par exemple, les gens ont besoin d'acheter, des chercheurs ont besoin d'acheter des chercheurs R&D, des capteurs. Eh bien, ces capteurs-là, aujourd'hui, ils ne sont pas disponibles sur le Maroc. Il va falloir les commander, mais on ne peut pas se permettre de ne pas produire quelque chose dans 6 mois. Donc, les cycles sont réduits, la méthodologie est complètement différente. Donc, ça, et je pense que c'est fondamentalement ce qui a fait que nous n'avons pas très bien réussi notre grande recherche, qui inclut aussi la recherche et développement, en dépit de tous les moyens que nous mettons dedans. C'est Boustan ? Oui, je pense que vous avez continué votre phrase. Alors, c'est Ibrahim. On va passer au deuxième thème, après un état des lieux qu'on vient de faire. Bon, on a compris que les problèmes, il y a tout un problème, mais nous avons au Maroc la matière grise qu'il faut. Les moyens, je pense que, on n'aura pas les moyens des Chinois, des États-Unis, mais on a quand même pas mal de moyens pour faire les choses. Comment vous voyez les choses pour l'avenir? Sachant que si on prend par exemple le cas du CNRS, il y a aussi la dimension régionale, il y a la dimension disciplinaire, mais il y a aussi la dimension régionale. Dans quelle mesure on pourrait réfléchir à un organisme qui pourrait aussi mettre à profit, intéresser les régions? Est-ce que c'est intéressant comme proposition, ou alors il faut toujours centraliser ça sur l'axe Casaraba? Donc voilà, donc moi je vais revenir un petit peu sur les chiffres et pour dire voilà les chiffres qu'on donne, des fois ils sont très trompeurs en fin de compte parce que quand on parle de 1400 structures de recherche, je ne suis pas sûr combien de structures sont actives. Ça c'est vraiment les chiffres qu'on donne au niveau des universités. Officiels, voilà. Quand on parle de 0,8 comme budget PIB, je ne suis pas sûr combien d'argent va directement à leur projet de recherche. Parce qu'il faut se rappeler que sur le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est à peu près 7 milliards, je pense, de dirhams, quelque chose comme ça. Et donc, sur ça, c'est 60% qui vont pour les financer les salaires, 20% qui vont pour les bourses, 10% qui vont pour les structures sociales, c'est-à-dire le CNUS, et puis après pour la recherche, et puis après 10% pour le fonctionnement. Donc, ce qui arrive en fin de compte vers la recherche, c'est vraiment très infime. Je dirais, c'est très, très infime. Donc, il n'y a pas les moyens, ils ne sont pas là. 1,7% pour avoir le chiffre exact. Voilà. Donc, c'est 1,7%. Je suis tout à fait d'accord avec Mme Lehno parce que moi, je suis chercheur du terrain. Et donc, quand vous me donnez 1 million de dirhams, voilà. Il faudra que chaque fois que j'achète quelque chose, parce que je ne suis pas vraiment un entrepreneur qui fait du bâtiment, je dois payer des taxes. Donc, 20% va partir pour les taxes. Donc, je ne les vois même pas. Chaque fois que je recrute quelqu'un postdoc, je dois payer tout ce qui est vraiment social. Les charges sociales, je dois les payer.
Et donc, en plus de ça, il y a toute la tracasserie administrative que Mme Hlou a très, très bien signifié, c'est-à-dire il n'y a pas de flexibilité. Il y a beaucoup de bureaucratie. Donc là, pour moi, commander quelque chose, et je reviens à ce qu'a dit Sitajdine, c'est-à-dire il y a 6 mois qui est vraiment pour faire du R&D. Moi, 6 mois me prend tout simplement pour avoir l'avis favorable pour commander quelque chose, qui sera bonne ou pas bonne. Et donc là, c'est pour dire que sur le terrain, c'est quelque chose de très, très difficile. Je reviens à une chose très, très importante. Je pense sans vraiment casser, et je pense ça, c'est très, très important. Le contrôle a priori, ça ne marchera pas au Maroc. Voilà, je suis très, très clair et très franc avec ça, parce qu'on va faire tout simplement, on va essayer de faire de ce qu'on a sous la main, et ça sera très, très dur. Donc là, Vous appelez le contrôle a priori. Le contrôle a priori de quoi et par qui? Par le contrôleur d'État. Par exemple, je vous dis comment ça marche. Par exemple, je reçois de l'argent donc pour commander n'importe quoi. Donc, je ne peux pas commander quelque chose plus de 250 000 dirhams sur mon projet. Si je commande quelque chose de plus, je dois faire un appel d'offres comme n'importe qui et l'appel d'offres passera par le contrôleur d'État qui va m'autoriser à faire la commande. J'attends 40 jours pour recevoir tout ce qui est technique. Je fais la commission technique et c'est en fin de compte le contrôleur d'État qui appartient au ministère des Finances qui va décider si ma commande va passer ou pas. Et donc, ça prendra au moins 3 mois si tout marche bien. Je vous donnerai le pire des exemples. Nous, on a reçu de l'argent de l'université. On a fait 3 fois un appel d'offres et ça n'a pas marché du tout. Et donc, on a 1 200 000 qui sont toujours là, qu'on n'a jamais utilisés. Et donc là, c'est pour cela que sans cette flexibilité, on ne pourra pas répondre à ce qu'a dit Tajdine, c'est-à-dire la flexibilité, faire du R&D. Et je ne pense pas, comme a dit Mme Hlou, on ne pourra pas faire de la recherche appliquée. Je reviens à cette histoire de PPP, et donc là, on a toujours rêvé de ça, mais en fin de compte, le cadre légal ne s'y prête pas beaucoup parce que c'est honteux, je le dis comme je le pense, parce qu'au Maroc, après tant d'années, une belle start-up, c'est très limité. On n'arrive pas à faire des start-up dans le milieu biomédical, je ne connais pas souvent beaucoup de choses, et donc on n'arrive pas à le faire tout simplement parce qu'on demande aux chercheurs de ramener l'idée, de faire les expériences, de faire sa patente lui-même, de payer pour ça, de ramener l'investisseur et après tout ça, pouvoir faire de la propriété intellectuelle. C'est très, très dur pour une seule personne. C'est pour cela une structure d'interface qui ferait entre le chercheur et tout ce qui est propriété intellectuelle et l'OPIC, ça serait quelque chose de génial. Pour les régions, je suis tout à fait d'accord parce qu'en fin de compte, je pense des fois, il y a des problématiques qui peuvent être de matière de région et peut-être avoir des structures de région qui pourraient intervenir dans ce sens. Je comprends par exemple que les gens au niveau du Sahara, ils ont des problématiques très très particulières et là peut-être je comprends bien qu'il y aura peut-être à développer des axes de recherche dans ce sens. Peut-être il faut avoir les deux à la fois. Au niveau national, avoir des priorités très très claires et puis après ramener à travers les régions un financement qui répondra vraiment aux besoins plus ou moins de la région. Mais là aussi, il y a toujours le même problème. Par exemple, sur la région de Rabat, Kénitra, Salé, il y avait un financement qui était mis par la région et on n'a pas pu profiter pour plusieurs raisons. Donc, tout ce qui est administration va jouer un rôle très, très important et très critique dans cette démarche, soit de développer des centres au niveau national, soit de développer des structures au niveau régional. Et de l'autre côté, il faudra vraiment cette flexibilité est essentielle pour avoir cette vision. Merci, professeur Ibrahim. Et finalement, pour synthétiser ce que vous venez de dire, c'est la correction qu'a faite Serrachidi quand j'ai présenté l'Akhawaïn. Il faudrait peut-être une recherche plus ou moins publique, mais avec une gestion privée. On en vient à vous, Madame Hlou, justement. Vous êtes vice-présidente de la CGEM. En quoi cette logique, cette manière de faire du privé peut-elle apporter un plus à la recherche ou à la recherche et développement, sachant que finalement, plusieurs intervenants ont dit ça, plusieurs personnes disent ça, la recherche, quelque part, c'est aussi lucratif. C'est aussi des choses à vendre. Ce sont des brevets. Vous avez sorti les chiffres tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas faire. En quoi le privé peut-il donner un coup de fouet, un coup de pouce au domaine de la RD au Maroc? La logique du privé. Alors, si vous me permettez, avant de vous répondre par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire avec le privé, vous avez commencé par poser votre question en disant on a tous les moyens qu'il nous faut, on a peu ou prou les budgets qui peuvent toujours être développés et donc c'est une histoire peut-être de gouvernance ou d'organisation. Je me permets de ne pas m'inscrire totalement dans cette analyse
parce que d'après toutes les statistiques, toutes les études que je regarde à travers toutes les casquettes que j'ai depuis quelques temps, nous avons quand même, il ne faut pas qu'on se voile la face, aussi un vrai problème de compétences en termes d'enseignement, enfin, de chercheurs, de recherche et d'innovation. Déjà, on est probablement un des pays pour lequel le statut des enseignants-chercheurs est totalement obsolète, si on le compare pas simplement aux pays les plus développés, mais à la plupart des pays, parce qu'il est basé sur l'ancienneté. Donc, on n'a aucune corrélation entre l'avancement, le statut, etc., et la production scientifique dont on a parlé tout à l'heure, et qu'on a vu qui est malheureusement, il y a vraiment un Pareto. Vous avez 10-20% des chercheurs qui produisent, et je vous dis par exemple, tout à l'heure, on a 40% des chercheurs qui sont dans le secteur des sciences humaines et sociales qui ne produisent quasiment rien. Donc, même les 0,5 articles produits par an sont faits uniquement par les chercheurs dans les thématiques des sciences physiques, de la santé et des sciences de la vie. Donc, ça vous montre déjà que notre production scientifique est aussi liée à donc cette faiblesse et ce statut des enseignants. Il faut rajouter à ce statut que nous avons une formation très préoccupante de nos docteurs. Donc là, je vais mettre un pavé dans la mare. Aujourd'hui, et là, pour le coup, je ne suis pas dans le cœur du réacteur, mais j'écoute un petit peu toutes les audits et les recherches qui ont été faites sur ce sujet. Il n'y a qu'à voir, en fait, je ne vais même pas le faire avec un jugement de valeur, je vais vous le faire avec des chiffres. Aujourd'hui, c'est quoi le potentiel de formation dans notre pays? Nous avons 34 000 doctorants inscrits, c'est les chiffres 2018 en thèse. Sur ces 34 000 doctorants, 10% soutiennent en général leur doctorat dans l'année. Sur 2000 doctorats soutenus depuis 4-5 ans, quand vous regardez les statistiques des docteurs diplômés, enfin dans l'année, on en a à peu près 1000. Donc, ça vous montre que tout notre dispositif de formation de ces docteurs doit absolument être revu de fond en comble. Et quand je vous dis ça, il faut rajouter un problème majeur dans notre pays, c'est que dans les 3-5 ans à venir, la plupart des meilleurs chercheurs, qui sont les anciens, qui ont été formés plutôt dans un dispositif partenarial avec des vraies expériences internationales probantes, vont partir. Et aujourd'hui, la relève n'est pas là. Donc, si nous ne formons pas en urgence 2000 docteurs par an au moins, de qualité, avec un dispositif déontologique dans l'ensemble de la formation, qualitatif par la formation des formateurs, avec un système d'évaluation de la production scientifique, etc., on ne va pas s'en sortir. Donc, pour moi, c'est important de souligner cet aspect et je pense qu'il est important pour ne pas nous tromper dans ce diagnostic. Cela étant dit, maintenant, je vais rejoindre les collègues qui ont fait l'analyse du comment dans le futur. Alors, si on regarde tous les modèles internationaux qui marchent, c'est pas vrai que c'est le privé qui gère tout ou le public qui gère tout. On a des systèmes hybrides, mais les vraies clés de ces dispositifs, c'est l'excellence. Et au lieu de saupoudrer, quel que soit votre budget, que vous ayez 10, que vous ayez 100, que vous ayez 1000, le dispositif de saupoudrage ne marche pas. Donc, comment faire pour arriver effectivement à être efficient? Moi, j'ai une proposition très globale avec laquelle je conclurai, mais ces composantes, c'est quoi? Déjà, il faut que les moyens soient centralisés quelque part, en tout cas les moyens gouvernementaux ou liés aux partenariats internationaux. On n'en a pas parlé tout à l'heure. Ils représentent quand même 35% dans ces 10 dernières années, qui sont 35% des activités de recherche
sont faites dans des cadres de partenariat, la France étant le plus gros contributeur à hauteur à peu près de 14% enfin 14 sur le total, donc c'est pratiquement un tiers des 35. Donc, il faudrait que toute cette manne soit concentrée dans une sorte d'agence qui soit capable de dire « je fais des choix ». Notre pays n'a pas la possibilité d'investir partout et de saupoudrer partout. Il doit avoir une stratégie très claire de qu'est-ce qu'il nous faut. Est-ce que c'est l'énergie? Aujourd'hui, nous avons une position mondiale sur les énergies renouvelables. C'est un vrai créneau. Est-ce que c'est les ressources? Est-ce que c'est les sciences agricoles, les sciences de la santé, les ressources minières, les ressources halieutiques? Peu importe. Il faut qu'on fasse des choix et que notre énergie soit focusée sur d'abord un parti pris clair, avec une stratégie claire. Et puis ensuite, évidemment, il faut matcher avec l'excellence des chercheurs. Et je pense qu'on en a probablement un paquet qui, dans l'excellence, seront capables et être à même d'aller très loin dans ces programmes de recherche. Donc voilà, après que les contributeurs soient publics, privés, internationaux, de coopération, peu importe, mais il faut flécher cet effort de recherche sur une agence qui a cette position. Et effectivement, on parlait du CNRST. Aujourd'hui, le CNRST est compliqué puisqu'il est lui-même un organisme de recherche, mais il est également un organisme de levée de fonds. Pour moi, il faut qu'on ait un organisme qui soit indépendant et qui soit capable d'avoir la crédibilité et la collégialité de l'ensemble des acteurs pour dire voilà les choix du pays et voilà vers quoi on veut flécher nos financements. Et je pense que ça nous donnera de la crédibilité pour lever beaucoup plus. Ça, c'est la première composante de la stratégie. Et puis, la deuxième, c'est que les gens qui doivent choisir les projets, parce qu'encore une fois, on ne peut pas en faire des milliers, il va falloir choisir des combats, ce dispositif doit être fait à l'instar des meilleures pratiques internationales sur le modèle, par exemple, de l'European Research Council, c'est-à-dire que c'est une sorte de jury, lui aussi indépendant, qui intègre les plus grands experts mondiaux sur les thématiques qui ont été choisies, marocains, internationaux, du monde du privé, du monde du public, du monde de l'académique, et qui, indépendamment des acteurs, disent « moi, je peux donner 10 millions de dirhams, 1 million de dirhams sur un projet de recherche avec des équipes de recherche, sur un chercheur en particulier qui est exceptionnel ». Non seulement remotiver les chercheurs marocains, mais surtout faire venir toute la diaspora qui est extraordinaire. Aujourd'hui, quand vous allez dans tous les pays du monde, vous trouverez forcément qu'à apporter une contribution, sauf qu'ils ne viendront jamais avec le Vous avez une mauvaise connexion, on vous perd, Madame Hello. Deux dispositifs sont absolument fondamentaux. Et après, au-delà de ces deux composantes, je pense que là encore, il ne faut pas réinventer la roue. Les systèmes qui marchent, c'est des systèmes qui ont créé des écosystèmes globaux dans lesquels vous avez 3 composantes majeures. Pour faire de la recherche et de l'innovation, il vous faut 3 composantes majeures. Il vous faut l'université ou le cadre dans lequel vous avez les chercheurs et vous allez chercher des chercheurs. C'est vraiment le sourcing de l'excellence de la recherche. Il vous faut le financement, alors que ce soit dans cette agence potentielle ou que ce soit à travers des fonds de recherche ou que ce soit à travers des fonds qui favorisent l'investissement ou par exemple tout le dispositif entrepreneurial. Il faut que les gens qui financent soient également là. Ça peut être des fonds souverains, ça peut être plein de choses. Et puis enfin, il vous faut l'entreprise. Vous ne cherchez pas pour le plaisir de chercher. Vous cherchez parce que l'entreprise publique ou privée d'ailleurs, en Israël, c'est l'armée qui est le plus gros pourvoyeur du besoin. Mais il faut que celui qui va avoir besoin de transférer un moment ce produit de la recherche soit là, autour de la table. Auquel cas, ça ne sert à rien. Et donc, il faut que
vous ayez cet écosystème dans lequel les trois parties prenantes se croisent, se voient, se sentent, se font confiance. Et c'est à travers ces trois composantes qu'on arrivera à faire une recherche d'excellence avec les… Ça coupe, Madame Hello. On n'a pas entendu comment vous avez fini. Ça a coupé, la dernière phrase a coupé. C'est dommage, on a eu des coupures parce que c'était intéressant ce que vous avez dit comme d'habitude d'ailleurs. Si c'est Rachidi, vous êtes encore une fois à l'Akhawan, donc vous êtes dans la gestion privée. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que dit Madame Hello? Est-ce que vous croyez à ce retour de la diaspora éventuellement? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle quand elle dit que nous n'avons pas les moyens? Moi, elle a parlé, je pense, de ressources humaines. Est-ce que vous voyez les choses comme ça ou vous avez une autre manière de voir les choses à Hawaï vous-même? Non, franchement, je ne pouvais pas dire ça mieux que Madame. Je partage entièrement à 100% ce qu'elle a dit. J'ai exactement le même diagnostic en ce qui concerne d'abord, moi aussi, je pense que notre enseignement supérieur, à la base, il n'est pas fait pour l'innovation. Il y a plusieurs manières d'enseigner la même thématique, les mathématiques, la physique, on peut les enseigner de plusieurs manières, mais notre enseignement, il est fait plus pour décrire au lieu d'être pour faire de la conception du problem solving. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, elle a aussi parlé de tout ce qui est saupoudrage. Et j'ai bien noté ça aussi sur ma note. Aujourd'hui, il faut avoir le courage politique. Il faut prendre un projet ou un sujet et mettre le paquet dessus. Aujourd'hui, les chiffres sont parlants, sont très éloquents. 1 million de dirhams distribués sur 55 projets. Quand vous faites les maths, vous trouvez qu'il y a à peu près, je ne sais pas moi, il y a même des projets que quelque chose comme 50 000. Rien. Qu'est-ce qu'on fait avec 50 000 dirhams? On ne va même pas commenter ça. Donc déjà ça. Il faut avoir le courage politique justement de mettre le paquet sur des créneaux. Et moi, ça ne me dérange pas le fait de financer plusieurs projets dont l'objectif est de réaliser la même chose. C'est comme ça que la compétition se crée, c'est comme ça. Et d'ailleurs, dans le monde de la R&D, souvent on finance 10 projets pour en avoir un qui réussisse. Mais je voudrais aussi que nous changions de discours et que nous ne parlions plus de chiffres, nombre de publications. Parce que finalement, ces publications, leur objectif, c'est pour avoir un impact en fait sur notre société. Combien de publications ont-elles un impact? Et quand je dis un impact, c'est-à-dire qu'elles sont transférables directement en un produit, en un service. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas peut-être il y en a une, mais et donc il y a ça aussi. Donc il y a la formation à la base, il y a le courage politique en fait pour pouvoir financer des projets, pour faire des choix et les financer. Il y a aussi l'idée géniale en fait que la R&D, j'insiste, la R&D c'est complètement différent de la recherche. Ça doit être géré différemment sur des cycles plus courts avec une gestion à la privée aussi. Donc il y a ça. Mais il y a eu quelque chose aussi de très important sur lequel je voudrais revenir. C'est encore une fois concernant les obstacles administratifs. Vous ne pouvez pas imaginer qu'aujourd'hui, et on le sait, j'avais tout à l'heure parlé d'un capteur qu'il va falloir acheter de l'étranger. C'est normal, on a besoin des composants électroniques dont on a besoin ici pour développer des projets. Ben, très souvent, à la douane, c'est un obstacle parce que vous achetez un produit, il a un catalogue en anglais, on vous dit non, monsieur, il faut que vous faites la traduction du catalogue en français. Or, la traduction coûte 30 000 dirhams, le composant, lui, il coûte des fois 50 dirhams. Il y a toutes les autorisations. Regardez bien, on a raté tout ce qui est produit innovant autour du GPS parce qu'il fallait avoir les autorisations. Et alors que des pays comme le Sénégal, eux, ils apportaient à outrance tout ce qui est produit GPS. On a raté tout ce qui est drone. Parce que justement aussi, il fallait avoir des autorisations spéciales, je ne sais pas, de chez la NRT ou de chez le ministère de la Défense. Ministère de l'Intérieur. Voilà, tout ça, c'est des obstacles. Si vous rajoutez à tout ça la gestion financière des projets dont a parlé Brahimi, ben, vous avez en fait tout ce qu'il faut pour ne pas faire de la R&D.
donc, comment dire, je souhaite bien qu'il y ait des gens qui comprennent toutes ces problématiques et qui puissent en fait retravailler toute en fait la philosophie ou toute la stratégie R&D du Maroc. Alors, on a fait le tour, loin d'être exhaustif des grandes problématiques qu'il y a, qu'elles soient administratives, qu'elles soient le manque de courage politique, qu'il soit le manque de compétences humaines ou le manque de ressources financières. Je vais paraphraser un peu Jacques Brel, je vais vous dire je voudrais suivre votre imagination et voir comment, en 3-4 minutes, il nous reste un petit quart d'heure, en 3-4 minutes, comment vous voyez, de manière succincte, un organisme tel qu'un CNRS national. Mais un organisme qui ne s'ajouterait pas aux autres organismes qui existent déjà, parce qu'il y en a déjà pas mal, un organisme qui est véritablement un pouvoir de choisir les domaines de recherche, de choisir les personnes, de primer les personnes et surtout d'avoir un pouvoir administratif qui lui permet de déjouer un petit peu tous les aléas qu'il y a. On commence par vous, professeur Brahimi. Voilà, donc moi je vais juste revenir sur un seul point, c'est en fin de compte le partenariat public-privé. Et donc là, on a tapé un petit peu sur le public. Mais moi je dis, où est le privé dans tout ça, dans la recherche? Est-ce qu'on peut développer une recherche nationale sans le privé? Moi je peux parler du domaine biomédical. Quand je vois l'État, il investit pas mal d'argent. Mais où est le privé? Où sont ces structures marocaines, des compagnies marocaines et qui font des bénéfices quand même? Ils ne sont pas là. Où sont les multinationales? Ils sont intéressés par les essais cliniques, mais ils n'ont jamais mis de l'argent pour autre chose. Et donc, je veux bien que le public, on le châtie un petit peu, mais le privé, il n'est pas là. Et je peux le dire clairement et nettement. À part l'OCP avec son initiative qui est très, très claire avec Masser et tout ça, le reste, ils sont là. Et dans le domaine biomédical, je peux le dire en connaissance de cause, les pharma marocains n'investissent pas dans la recherche. Ils ne sont pas intéressés par la recherche. Ils préfèrent acheter leurs matières premières ailleurs et les ramener ici et se faire de l'argent plutôt qu'autre chose. Et donc, c'est pour cela que je dis, dans le post-Covid et dont on a parlé de l'indépendance scientifique, de l'autosuffisance nationale, je pense que le privé doit s'impliquer là-dedans et doit mettre plus ou moins la logique et l'intérêt national en quelque sorte devant nous. Voilà. Et donc, je pourrais donner un exemple si simple. Si on avait gardé la Chine fermée, et l'Inde aussi, où ces nationaux auraient cherché leurs matières premières? J'ai aucune idée. Et donc, c'est pour cela que je pense qu'ils doivent être intéressés à développer, surtout au niveau biomédical, du partenariat public-privé qui permettrait d'avoir une recherche et du développement, comme a dit Sajdine, pour vraiment confronter ce genre de sujet, de problématique. Je vais parler juste de la formation parce que je ne pourrais pas laisser passer ça. En fin de compte, la formation, je veux bien. Et donc, on peut taper sur les étudiants. Mais je rappelle pour les gens qui ne savent pas, sur les 34 000 étudiants, ils sont obligés de faire une thèse minimum 3 ans. Mais dans le temps normal, c'est 5 ans qu'ils peuvent faire leur thèse. Et ils sont avec une bourse. Et là, j'ai honte de le dire, de 1000 dirhams par mois. 1000 dirhams par mois pour quelqu'un à Rabat, à Casablanca. Et donc, on veut faire de la recherche de l'excellence. Je veux bien, bon courage. Alors, le ramener au laboratoire déjà avec 1000 dirhams, c'est vraiment une prouesse importante. Et si on le fait, c'est parce qu'on arrive à les motiver. Parce qu'avec 1000 dirhams, ramener un étudiant, et cette bourse est pour 3 ans, je rappelle, c'est même pas pour 5 ans. Donc, après 3 ans, il a même plus ces 1000 dirhams. Et donc, pour vous dire vraiment que si on veut motiver le chercheur, il faut motiver déjà pas l'enseignant-chercheur, motiver l'étudiant doctorant. Et ça, je pense que minimum augmenter cette bourse à 2000 dirhams sur 5 ans ou 4 ans, c'est le minimum que l'on puisse faire juste pour démontrer plus ou moins notre volonté à changer les choses. Pour l'agence, je pense que le CNRST est toujours là et je pense que peut-être qu'il faudra regarder ce qu'il fait, la mission et tout ça. Mais moi, je pense que 2 visions peuvent se faire. Soit on va faire des agences en dichotomie, c'est-à-dire on va dire une agence de biomédical, par exemple le style INSERM, et on peut dispatcher les choses. Je prendrai les Américains, par exemple, comme exemple. Donc, National Research Foundation, ils s'intéressent à tout ce qui est mathématiques basiques, les maths, le physique, la chimie, tout ça. Et puis après, il y a le NIH, National Institute of Health, qui vraiment s'occupe de tout ce qui est de santé et tout ça. Soit on va les laisser grouper dans une seule structure, et dans ce sens, on le sait, il faut vraiment que ça soit très, très clair. Si c'est une agence de moyens, et là, on va faire venir l'argent. Et là, je reviens au privé, et le privé doit mettre la main à la poche.
Parce que quand il y a de la recherche fondamentale qui est développée, c'est le privé qui en profite peut-être par la suite pour développer des applications. La deuxième chose, si on va faire une agence d'évaluation, et je reviens à ce qu'a dit Mme Kou, sans une bonne évaluation, on ne pourra pas donner de l'argent aux gens qui méritent. Et ce qu'on va faire, c'est distribuer de l'argent de partout, mais sans vraiment une évaluation. Et si vous ne faites pas une bonne évaluation, vous ne pouvez pas faire vraiment des comptes rendus et donc des livrables très, très clairs. C'est quelque chose d'essentiel. Et je finirai avec la dernière chose, c'est la vision. Est-ce que cette structure, agence nationale, fera de la vision aussi ou on laissera la vision à d'autres organismes, par exemple les Américains? Il y a aussi l'Académie des sciences américaines qui arrive avec une vision et tout ça. Donc peut-être les intervenants, c'est bien, mais avec des missions très, très claires. Et chacun va prendre une mission où on peut les faire tous ensemble, mais vraiment spécifier ce qu'ils vont faire avec l'agence de moyens, d'évaluation et de vision, et que ça soit très, très clair dans ce sens. Merci, professeur. Je retiens une seule phrase, Madame Hlouf, ça va être votre dernière intervention avant que nous vous libérions à votre engagement suivant. Le privé doit mettre la main à la poche. Voilà, on va retenir cette phrase, on va la sortir et je vous la sers. Alors, je vais commencer par y répondre, ainsi que le sujet de la mobilisation des étudiants. Et puis ensuite, je terminerai avec la plateforme et l'agence. Donc, sur le privé, moi, je dirais que je parlais tout à l'heure d'un shining wall et ça fait partie, en tout cas, dans ce nouveau mandat que je coporte avec mes collègues de la CGEM, du nouveau bureau. C'est vraiment, j'ai une stratégie qui, grosso modo, se base sur 2 piliers. La première, c'est la formation professionnelle et la deuxième, c'est casser ce shining wall. Donc, c'est une évidence pour nous tous qu'on ne peut pas développer une recherche de qualité sans le monde de l'entreprise, c'est une évidence. Maintenant, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? J'ai évoqué rapidement un des sujets tout à l'heure en intro, c'est qu'il n'y a aucune incitation à faire de la recherche au Maroc. Aucune. Il n'y a rien, que ce soit en termes d'impôts, que ce soit en termes d'intérêt, que ce soit en termes de valorisation. Donc, déjà, si on n'a pas réglé ça, à l'instar de tous les pays du monde, on n'y arrivera pas. L'entreprise n'a aucun intérêt aujourd'hui à faire de la recherche. Sauf quand, effectivement, elle n'a pas d'autre choix et elle se débrouille avec des bouts de ficelle. Mais ce n'est pas un acte valorisé et valorisant. La deuxième problématique, c'est la gouvernance des instances qui font de la recherche. Quand vous regardez aujourd'hui l'autonomie, soi-disant, des universités, aujourd'hui il y a un conseil des universités, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des conseils qui représentent plus de 120 personnes dans les grandes universités. Dans ces conseils, il y a très, très peu de représentants du monde de l'entreprise. Et même quand il y en a quelques-uns au départ, que ce soit par exemple au niveau des régions, vous avez quelques représentants de la CGM ou des syndicats professionnels, le niveau d'interaction et de rôle de ce conseil est tellement administratif sur des sujets extrêmement courts et pas du tout stratégiques. J'essaye de les qualifier sans être méchante, mais j'ai du mal. Qu'en final, au bout de quelques mois, ces instances ne sont plus là. Donc, le shining wall, il est aussi dans cette gouvernance. Pour que l'entreprise soit partie prenante, il faut qu'elle soit relativement en amont. Il faut qu'elle comprenne les enjeux, il faut qu'elle connaisse les ressources, il faut qu'elle connaisse les potentiels, il faut qu'elle choisisse. Tout à l'heure, je ne sais pas si je crois que c'est Rachidi qui disait les doyens ont leur stratégie, les présidents d'université leur stratégie. Je suis désolée, vous pouvez faire toutes les stratégies que vous voulez. Si vous la faites sans parler à ceux qui en ont besoin, cette stratégie, elle va être stratosphérique ou hors sol. Donc la gouvernance et l'indépendance des universités dans leur vraie capacité à être très, très proche de l'entreprise est pour moi la clé. Et ensuite, d'aller se financer. On en a parlé au début. S'ils ont des moyens, il faut que les moyens soient utiles et ne passent pas par les fourches codines de comptables qui n'ont absolument aucune compréhension d'un outil ou d'un appareil ou d'un profil ou que sais-je.
Donc ça, pour moi, c'est les deux freins ou les deux nœuds à déverrouiller pour que cette passerelle tombe et qu'on soit vraiment dans un dispositif de confiance où les entreprises ont envie de s'engager. Ensuite, sur la mobilisation des étudiants, je suis complètement d'accord avec vous, Sibrahimi. C'est une évidence. Là aussi, on fait du saupoudrage et sans vouloir vous offenser, aujourd'hui, les gens qui choisissent des doctorats, pour qu'on soit un peu clair et qu'on se dise les choses sans langue de bois, on choisit un doctorat parce qu'on n'a pas trouvé de job et qu'on transforme ses études. Malheureusement, les diplômés chômeurs est un sujet catastrophique pour notre pays, mais on poursuit ses études faute de mieux parce qu'on n'a pas trouvé le job qui nous intéresse. Mais fondamentalement, le vrai niveau pour être dans l'excellence de la recherche, quand vous allez chercher vos 34 000 doctorants, je suis désolée, ce n'est pas qu'un sujet de bourse, c'est un sujet de vocation, un sujet de niveau, un sujet d'excellence. Et donc, je suis d'accord avec vous, la stratégie, c'est comme on l'a dit sur les sujets, eh ben, on le dit sur les ressources. On choisit les meilleurs et ce n'est pas 2 000 dirhams, c'est peut-être 5 000 dirhams qu'il faut donner en bourse, mais on ne les donne pas à 34 000 personnes. On les donne à ceux qui ont une capacité d'exception et qu'on sait qu'ils vont arriver à des choses d'exception. Mais là encore, on fait du saupoudrage parce que on est dans un pataquès social où tout se tient par les problématiques et voilà, on n'en sort pas. Donc ça, c'était mes deux remarques par rapport au sujet des moyens. Maintenant, sur la plateforme, moi, ma seule conviction, c'est qu'on ne peut pas tout faire et il faut qu'on fasse des choses non conflictantes. Donc, si effectivement le but n'est pas de créer de nouvelles instances, c'est ce que je vous disais. Ma conviction, c'est qu'on doit avoir, si on résout ces deux sujets, qui sont des sujets de gouvernance, de loi, d'indépendance, blablabla, et qu'on part du principe que ces sujets sont réglés, après, il faut qu'on ait cette plateforme. Donc, pour moi, si plateforme il y a, et ça peut être le CNRST ou ça peut être n'importe qui d'autre qui existe, ça peut être l'académie, ça peut être je ne sais pas qui, une des directions, ça m'étonne que ce soit une direction d'un ministère, mais bon, si c'est une agence indépendante, il faut qu'elle choisisse son jury d'experts qui choisit les chercheurs et l'excellence des chercheurs au Maroc et à l'international. Elle doit être capable d'avoir ce courage de dire « je choisis mes combats et je choisis mes thèmes et je choisis là où le Maroc ne sera pas un MeToo ou un 50e de la classe ». Aujourd'hui, la première université marocaine, qui est Qadi Ayed, elle est juste 18e en Afrique et 1275e dans le monde. Donc, on va arrêter. Si on veut sortir du magma de la médiocrité, il faut qu'on ait des combats choisis, convaincus, validés par tout le monde et qu'on trace dessus. Donc, pour moi, cette agence doit vraiment travailler sur ces deux thèmes et surtout, comme l'a fait la Silicon Valley ou comme l'a fait l'écosystème israélien, c'est qu'on ait la capacité, à travers cette agence, de mettre autour de la table les porteurs de projets marocains à l'international, internationaux venant travailler au Maroc, peu importe. Il faut les porteurs de projets qui soient les meilleurs de leur catégorie, toutes causes confondues. Il faut les entreprises innovantes. Les entreprises innovantes viendront parce qu'elles ont des chercheurs d'exception. Il faut des organismes de capital risque. Il faut que ce financement existe au Maroc. Là aussi, on n'a aucune capacité à pouvoir produire ces gens parce que le corpus juridique ne leur permet pas de travailler sur le capital risque. Donc, il nous faut des capital risqueurs qui soient capables d'investir dans la recherche. Et on doit enfin avoir évidemment les universités et tous les organismes qui vont produire le réceptacle et l'espace adéquat pour faire ça. Si on n'a pas, je vais vous citer juste le modèle israélien qui est absolument édifiant. Vous avez les porteurs de projets qui viennent tous les ans et qui s'inscrivent parce qu'ils ont un projet dans lequel ils croient. En face d'eux, vous avez une sorte de bourse dans laquelle les entreprises intéressées par ces mêmes projets disent « moi, je veux mettre un ticket ». Et donc, on crée une sorte de société à capital mixte
dans lequel l'État et les fonds souverains de l'État qui sont totalement dédiés à la recherche disent, moi, je mets un tiers du capital, j'offre un tiers du capital au porteur, je l'offre, là, on n'est pas juste à financer un projet de recherche, je lui donne le capital de cette start-up qui va pouvoir faire des choses d'exception et l'entreprise qui est intéressée en disant, moi, je mets un ticket d'un tiers du capital et on va voir ce qui se passe. Vous imaginez bien que vous avez les meilleurs chercheurs au monde qui reviennent pour avoir ces tickets. Après 2 ans, le porteur de projet a 2 choix, ou il continue l'aventure et à ce moment-là, il continue l'aventure avec l'entreprise qui y trouve son intérêt et l'État sort et le tiers restant est mis en bourse ou il est mis dans un capital développement ou il est acheté par l'industrie et le chercheur a une extraordinaire motivation pour continuer, où il dit, moi, je me consacre à la recherche, je donne à l'entreprise la capacité de racheter, l'entreprise est très heureuse d'avoir un transfert d'excellence dans son industrie et le chercheur rentre à son université et il reprend une nouvelle thématique. Et ça marche du feu de Dieu. Vous avez les meilleurs projets du monde, les meilleurs chercheurs du monde et les entreprises qui sont très heureuses parce qu'elles ont les projets les plus innovants. Il n'y a pas de secret. C'est pas... Et donc, il faut que cette agence soit capable de créer cet écosystème. Et la Silicon Valley, c'est pas loin d'être pareil, sauf qu'il y a beaucoup plus d'acteurs et c'est moins organisé. Mais, enfin, il y a plus de cas de figure. Mais si on n'a pas ces 3 composantes, on tourne en rond et on n'arrivera pas à avancer dans cette projet qui, pour moi, alors c'est la seule chose que je peux vous dire, mais dans ce nouveau modèle de développement qu'on appelle tous de nos voeux, si la société du savoir et la capacité d'investir dans l'immatériel qui est l'excellence, l'innovation et la recherche, on fait du surplace et on va continuer à construire des murs et des autoroutes et des barrages et c'est très bien, mais on restera dans la trappe des pays en émergence ou en voie de développement et on n'arrivera jamais à passer au-delà à l'instar de ceux qui ont réussi. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Hello. Le mot de la fin pour Si Rachidi, vous devez partir ou vous pouvez attendre 5 minutes, Madame Hello. Je vais vous abandonner dans quelques minutes si ça ne vous dérange pas. Là, mais je vais écouter la conclusion de Si Rachidi. Je suis désolée, j'ai été un peu longue. Il n'y a pas de problème. Allez-y, Monsieur Rachidi, on a 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais essayer d'être beaucoup plus court. Ben, écoutez, moi, franchement, je ne suis pas spécialiste de montage, mais ce qui me semble très important, c'est qu'il faut en défaire avec ce qu'on fait jusqu'à maintenant, parce que visiblement, ça n'a pas réussi. Et donc, ce qui est hyper important, c'est que l'autonomie, je dirais, et j'insisterai dessus, c'est le mode de gestion de cet organisme qui soit relogé au niveau du CNST ou un truc indépendant ou une agence. Mais ce que je souhaiterais voir, c'est la manière de faire du privé avec des objectifs, pas en termes de publication, parce que je le répète, c'est plutôt en termes de génération de valeur. Une publication qui ne va pas me générer de la valeur, ben elle est perdue, c'est un fonds perdu. Donc, c'est presque du public géré par du privé et que les objectifs soient des objectifs, encore une fois, inspirés du privé. C'est de la valeur que je suis en train de financer pour avoir un retour. Moi, je dirais que c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette plateforme-là. Eh bien, je vous remercie tous les 3. Merci beaucoup, professeur Ibrahimi. Merci, docteur Rachidi. Merci beaucoup, Madame Hello, pour votre intervention. Merci à vous.